Donc effectivement, alors quand on parle de fausses informations, on a déjà pu ce matin voir ça, c'est un phénomène qui est estimé comme très préoccupant, massif, central, etc. Il y a tout un tas de chiffres qui effectivement peuvent nous faire peur, comme par exemple, je sais que vous avez certainement tous vu passer un petit peu les comptes rendus des fausses informations qui ont circulé pendant les élections américaines. À la fois, c'est vrai, il y a une production massive, et puis les outils techniques pour produire et diffuser des fausses informations sont très efficaces aujourd'hui, sont plus efficaces que ceux qui existaient il y a 30 ans, etc. Donc le phénomène quantitatif pose problème en lui-même. Maintenant, il faut aussi faire attention dans la mesure où, quand on dit il y a des fausses informations partout, c'est très difficile à démontrer ça, parce qu'on l'a vu ce matin, définir ce que c'est qu'une fausse information, c'est déjà compliqué, donc arriver à ensuite dire quelle est sa proportion sur Internet, bon, quand on ne sait pas ce qu'on mesure, commencer à le mesurer, c'est difficile. Et effectivement, la plupart de ces éléments-là sont d'ailleurs assez souvent mal présentés en termes justement de rigueur des médiateurs de l'information. Il y aurait certainement plein de choses à dire, parce que là, par exemple, c'est un classement parmi les fausses informations. Donc on vous dit, voilà les plus visibles, mais c'est au sein des fausses informations. On ne vous compare pas ça avec des informations fiables. De la même manière, dans le plus récent Digital News Report qui est sorti, on vous dit que l'exposition à de fausses informations serait a priori pas si élevé que ça, et ce serait à peu près un quart des personnes enquêtées qui auraient été confrontées à des fausses informations. Mais d'ailleurs, le rapport prend bien soin de préciser, attention, c'est sur un ressenti, c'est des personnes qui vous disent « je pense que j'ai été exposé ». Donc c'est quand même très très difficile. On peut, si on est exposé et qu'on ne s'est pas rendu compte que l'info n'était pas fiable, on ne rentrera pas dans ces 26%-là. Donc, il y a aussi, on vous dit par exemple que les fausses informations circulent plus vite que les vraies informations. C'est pareil, ça c'est une réduction, c'est-à-dire que l'étude sur laquelle elle s'est fondée a comparé tous les contenus qui étaient considérés comme non fiables, donc reportés à Facebook comme non fiables, et au sein de ces contenus qui sont à l'origine estimés non fiables, ceux qui sont réellement faux circulent plus vite que ceux qui sont non fiables mais vrais. C'est pas la même chose que ça circule plus vite que toutes les autres informations. Donc encore une fois, c'est évident, on n'a pas besoin de statistiques en fait pour savoir que c'est très facile d'en produire. Et donc le simple fait qu'il y ait des sites, des réseaux de sites, comme par exemple BuzzFeed a mis à jour une 50aine de sites interconnectés qui produisent de la fausse information à longueur de journée, c'est suffisant pour dire oui, c'est massif, il y en a beaucoup. Elles peuvent potentiellement, quand on voit des choses comme 960 000 partages, etc., ça suffit pour dire c'est massif, il n'y a pas besoin d'essayer de chercher un chiffre absolument pour pouvoir comparer avec les informations plus fiables. D'autant plus que, encore une fois, il y a un problème de définition. Pour mesurer, il faut savoir ce qu'on mesure. Or, c'est très difficile de définir exactement ce qu'on entend par fausse information. La plupart des chiffres qui sont exploitables, c'est parce qu'on a défini avant notre population. C'est-à-dire, on a pris un ensemble d'informations qui étaient sur tel site qui est reconnu comme un site producteur de fausses informations, et à ce moment-là, on a mesuré celles qui circulaient plus, etc. Et le deuxième élément, c'est un problème de méthodologie. Si on veut essayer de comparer ça avec les informations fiables, ça veut dire qu'on a une population mère. C'est quoi la population mère des contenus qui circulent sur Internet et qui circulent dans notre écosystème informationnel quotidien qui dépasse largement Internet. Il y a encore plein d'informations qui circulent au-delà du numérique. Donc, on n'a pas vraiment de population mère à partir de laquelle établir un échantillon comme ça général. Donc, ce genre de focalisation sur alors est-ce qu'il y en a plus qu'avant ou pas, combien il y en a, quels sont mes risques d'être exposés, etc. Ça témoigne à mon avis d'un petit peu d'une confiscation de la réflexion politique, sociale sur les fausses informations, justement dû au fait qu'on a énormément technicisé ce phénomène. C'est un truc qui est propre à Internet, et puis Internet, on n'y comprend rien. Or, il me semble qu'il y a plein de moyens d'essayer de reprendre la main sur ces phénomènes socio-techniques, de lever leur opacité, de mieux les comprendre. Encore une fois, pas parce qu'on va être capable de faire
des algorithmes. Encore une fois, hein, les algorithmes, c'est une manière compliquée de parler d'une recette. Hein. Chaque fois qu'on fait un plat, quand on fait chauffer le four avant de mettre le plat plutôt que de le chauffer après avoir mis le plat, on est en train d'appliquer un algorithme. Hein. Et la deuxième chose, c'est de montrer, une fois qu'on aura compris tous les éléments qui permettent d'évaluer un petit peu comment fonctionnent ces systèmes techniques, de voir que s'ils fonctionnent, c'est parce que l'efficacité repose sur le système entier. C'est une efficacité socio-technique. C'est un ensemble de biais qu'on a dans nos comportements individuels et dans nos comportements sociaux qui sont eux-mêmes implémentés carrément à l'intérieur des systèmes techniques. Et c'est la complémentarité, la co-construction de ces éléments-là qui arrive à rendre le phénomène massif. Encore une fois, hein, je vous dis tout ça, c'est pour éviter d'aller vers les solutions simples de on interdit les réseaux sociaux numériques, on oblige les gens à être un petit peu moins bêtes dans leur manière de consommer l'information, on fait peser énormément de responsabilités sur les producteurs d'informations pour qu'ils ne fassent pas d'erreurs, etc. Non, c'est tout ça qui rentre ensemble, c'est au niveau du système qu'il faut essayer de faire évoluer notre rapport à l'information si on veut trouver des solutions. Mais on verra qu'il y a plein de petits éléments concrets qui permettent de le faire. Alors, je vais vous parler un petit peu justement tous ces biais sur lesquels repose l'efficacité de la circulation de ces informations. Je vais vous parler aussi de comment le numérique a intégré ces biais-là, les favorise. Et puis ensuite, je vous présenterai deux études de cas pour voir comment on peut étudier la circulation d'une information sur des critères purement de où elle circule et puis sur des critères plus de comment elle est composée. Alors donc, première chose, on a souvent tendance à dire, c'est ce que je vous disais ce matin par exemple avec ceux qui tiennent des sites de parodie en disant que les gens n'ont qu'à être intelligents quand ils lisent. S'ils lisent le à propos, ils sauront que notre site c'est un site de parodie, etc. C'est à mon avis une vision pas très bienveillante de l'humanité qui effectivement on est plein de biais mais on est constitué comme ça, alors soit il faut devenir complètement misanthrope, soit si on ne l'est pas complètement, il faut essayer de faire avec et justement d'essayer de nous aider à faire avec nos biais quotidiens. Je les ai classés en trois catégories, des failles dans la cohérence de nos représentations en elles-mêmes, des failles dans la cohérence de notre capacité à remettre en cause ces représentations, et puis des failles dans nos rapports aux médias. La première des failles dans la cohérence de nos représentations, c'est que on constate toujours des divergences partielles entre nos valeurs, nos représentations et puis nos actions. Ça, je pense, l'élément qui est le plus facile à voir, allez tester la boussole électorale. On va vous donner plein de questions sur qu'est-ce que vous feriez face à tel phénomène, est-ce que vous êtes d'accord avec telle loi, etc. Et puis à la fin, on vous dit où ça vous classe par rapport à un parti. Et puis la plupart du temps, vous êtes un peu déçus parce que vous dites, non, c'est pas du tout là que je voudrais aller. Donc en fait, ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'entre les solutions concrètes, entre nos actions concrètes et puis les valeurs qui les gouvernent, etc., c'est pas toujours parfaitement cohérent. On est dans un monde très libéral, le libéralisme, ça se base sur l'idée d'un homme rationnel, absolument rationnel, etc. Donc c'est une représentation qui est très très partagée, face à laquelle on nous juge, mais les sciences sociales, la psychologie, quand même démontrent que c'est une construction pas régulièrement rencontrée dans le quotidien, cet homme rationnel. La deuxième dimension, c'est que notre rapport au monde, il est marqué autant par la rationalité que par tout un tas d'autres rapports qui sont moins réflexifs. Et notamment, on l'évoquait ce matin, la puissance de notre rapport narratif au monde. On essaye de faire sens, on n'essaye pas simplement d'avoir des données probantes, d'avoir un contact avec une médiation scientifique au monde, etc. Ce qu'on essaye, c'est de faire sens. Ça se traduit du coup par plein de choses. Je vous disais ce matin, encore une fois, pour rendre ça très concret, c'est fascinant de voir dans les discussions sur quels arguments on se repose. Et la plupart du temps, on va appeler à notre soutien
des romans, des séries, des films, de la poésie, etc., pour justifier nos représentations ou nos choix. Et donc, on est en permanence en tension entre des approches qui sont un petit peu plus rationnelles, qui essaient de prendre du recul sur nos motivations, et puis qui essaient de nous donner un petit peu d'autoréflexivité, et puis d'autres qui sont beaucoup plus sensibles. Encore une fois, hein, là-dedans, ce que je vous dis, c'est ce qu'on arrive à voir dans les recherches sur les sciences sociales, qui essaient de comprendre pourquoi on agit, sur comment on façonne notre identité, etc. Le but n'est pas de dire que c'est bien ou que c'est mal, c'est de dire qu'on fonctionne comme ça. Hein. C'est pas du tout pour dire qu'il faudrait corriger ça. Ça, c'est tel que nous sommes. Et les designers qui essayent de faire du design éthique autour des technologies, je trouve qu'ils ont une formule qui est assez intéressante là-dessus, justement en montrant tous nos biais et en disant quand on fait de l'innovation, il faudrait qu'on fasse des outils qui nous aident à être comme nous sommes plutôt que de punir pour ce que nous sommes. Et donc justement, prendre en compte ça, ça veut dire que derrière, quand on construit de l'information, on essaie de construire de l'information en étant sensible à ses limites dans notre capacité à être autoréflexif, rationnel, à développer notre esprit critique, etc. La deuxième chose, c'est des failles dans la remise en cause de nos représentations. La première chose, c'est ce qu'on appelle la polarisation. C'est-à-dire que quand on est entouré de points de vue qui confirment nos points de vue, ça va renforcer notre impression d'être dans la vérité. Et ça va nous rendre de moins en moins aptes à accepter qu'il y ait des opinions divergentes avec les nôtres. Entre autres, je vous ai mis un article, hein, et puis il y a tout un tas de travaux qui montrent comment les positions extrêmes à droite travaillent depuis très longtemps à développer un mépris des experts dans des petits groupes autonomes, de manière à ce qu'on se convainque les uns les autres qu'après tout, ces experts, ils sont quand même complètement déconnectés de la réalité, et puis ils ne veulent pas notre bien, et puis ils sont tous corrompus, etc. Et tout ça, comme c'est discuté au sein de petits groupes qui ne parlent qu'entre eux et qui sont tous convaincus par cette même représentation, ça a un effet de renforcement très très fort qui derrière jaillit quand on se retrouve sur un espace public plus large dans notre capacité à accepter qu'il y ait des personnes qui essaient de témoigner d'une expertise sur un sujet. Donc cette polarisation, elle se retrouve sur à peu près tous les sujets, et on verra que le numérique, dans sa manière d'organiser l'information, la renforce énormément. La deuxième chose, c'est que nous exerçons un esprit critique différent selon que l'élément sur lequel nous exerçons notre esprit critique converge ou pas avec nos points de vue. Alors je vous ai mis en lien deux études qui détaillent un petit peu plus ça. La première chose, c'est qu'on va plus avoir tendance à considérer comme factuelle une opinion si elle correspond à nos positions politiques. C'est-à-dire que l'étude vous donne des informations qui se fondent sur la construction d'une vérité factuelle. Quasiment tout le monde reconnaît ça comme une vérité factuelle. Ensuite, on vous présente des informations qui sont basées sur des opinions, où vous êtes d'accord et où vous n'êtes pas d'accord. Dans le premier cas, quand vous êtes d'accord, vous allez continuer à considérer que c'est une vérité factuelle, et puis dans le dernier cas, vous allez considérer que c'est une vérité contrefactuelle. D'accord ? Vous allez repérer que c'est une opinion et c'est plus une vérité factuelle. Donc, quand on est d'accord avec ce qui est dit, on a tendance à être moins critique, en gros. C'est encore, on va dire, appuyé par d'autres types d'études qui montrent qu'on cherche moins la vérité qu'à confirmer nos représentations. C'est-à-dire qu'on va même mettre en place tout un tas de stratégies pour ne pas avoir à remettre en cause nos représentations. Hein. C'est l'étude que je vous ai mise, elle est diffusée là avec le petit trait d'humour en disant quand le consensus scientifique est différent de vos propres représentations, vous devenez plus nuancé, etc. Non, je rigole, vous arrêtez de croire aux scientifiques et vous continuez à croire ce que vous croyez au début. C'est d'autant plus difficile de prendre ce recul justement et d'exercer cet esprit critique vis-à-vis de nous-mêmes qu'il y a un phénomène aussi assez souvent croisé de ce qu'on appelle d'illusion de contrôle, et qui est qu'on surestime nos capacités à distinguer les fausses informations, à distinguer ce qui est de l'opinion et non pas construit sur des vérités factuelles ou des choses comme ça.
Donc ça, hein, c'est pareil, c'est issu de tests où on vous expose à des informations fiables et à des informations qui sont construites de toutes pièces, et puis ben, vous les classez, et à la fin vous sortez en disant ah, je pense que je m'en suis bien débrouillé, à mon avis, j'ai repéré, il n'y avait que 2 fausses informations, et puis en fait il y en avait 8, des choses comme ça. D'accord ? Donc on surestime notre capacité à faire la part des choses, en fait, à exercer notre esprit critique. Puis enfin, dernière dimension, ça va être la dimension de notre rapport aux médias. Là, il y a ce qu'on appelle des biais de confirmation, c'est-à-dire que nous sélectionnons les contenus qui sont d'accord avec nous. Ça, c'est une vieille, c'est une tradition hein, dans les études d'audience. C'est même plus discuté maintenant, c'est enseigné dans les manuels de communication. Hein, on vous dit, c'est pas la question est moins que font les médias aux gens que ce que font les gens aux médias. On sélectionne les médias qui vont confirmer nos représentations. Et c'est effectivement, ça ne cesse d'être redémontré. Deuxième chose, nous ne lisons que très partiellement les contenus auxquels nous sommes confrontés. Donc, par exemple, hein, dans l'étude enfin dans l'ensemble d'études qui est diffusée par l'agence Science Presse, entre autres, on vous dit qu'il y a jusqu'à 60% des lecteurs qui ne lisent que les titres. D'accord ? Donc on lit les titres, ça marche très bien aussi, ça a été reproduit sur plein de plateformes, hein, les tweets qui sont retweetés sans qu'on ait lu ce qu'il y avait dans le lien derrière, etc. Ça c'est vraiment, c'est légion. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, le fait qu'on ne lise que très superficiellement ? Ben, la première chose, c'est que ça favorise justement des avis superficiels, c'est-à-dire que on va prendre une toute petite base d'informations sur un phénomène, et puis à partir de là, on va malgré tout se faire un avis. C'est un phénomène qui a été repéré depuis assez longtemps. Dana Boyd, par exemple, elle vous parlait en termes de connaissances vis-à-vis de l'actualité, elle vous parlait d'une connaissance par osmose, en disant ouais, il y a des trucs. Ah oui, en ce moment, il y a la blonde qui est en train de chercher une investiture de je sais pas quoi face à un grand noir. Par exemple, il vous disait ça. En fait, c'était Hillary Clinton et Barack Obama qui étaient en train de concourir pour l'investiture au Parti démocrate. Donc voilà, la différence entre des informations très superficielles qui permettent à la fin de se faire un avis et puis une information un petit peu plus approfondie. Évidemment, hein, tout ça, ça a été mobilisé et c'est détourné quand on produit des contenus. Et c'est même, ça peut être de manière purement malveillante, c'est dans le référencement, dans les guides de rédaction pour les producteurs de contenu numérique, on vous dit faites un titre qui incite à cliquer, etc. Tous ces éléments-là, donc du vocabulaire tranché, des choses comme ça, on va le retrouver dans les titres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Cuba a trouvé la cure contre le cancer, alors que dans la réalité, il y a bien une étude qui a montré des avancées dans le traitement d'un type particulier de cancer, mais c'est beaucoup plus nuancé. Tout ça, c'est encouragé par ce que les psychologues qualifient de paresse. Alors encore une fois, hein, c'est entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a tendance à préférer ne pas avoir à trop travailler pour arriver à avoir un avis et à se faire des représentations. Donc tout ça ne veut pas dire, encore une fois, hein, là quand je vous dis c'est des biais, ça ne veut pas dire qu'on fonctionne toujours comme ça. Nous sommes en permanence en tension entre essayer de faire preuve d'autoréflexivité, de contrôle sur nous-mêmes, etc., de recul sur nous-mêmes, et nous laisser aller à la facilité. C'est pour ça que je vous parle de milieux depuis tout à l'heure. Il y a des milieux qui favorisent notre prise de conscience et notre prise de recul. Il y en a d'autres qui ne nous favorisent pas. L'exemple de Marcelo ce matin vis-à-vis de DuckDuckGo était très intéressant. Moi, je le conseille toujours de tester à mes étudiants parce que justement, ils testent et disent « Oh là là, mais Google, c'est tellement plus simple, etc. » Ils me donnent déjà la réponse entière. J'ai à peine noté trois lettres que ça donne la réponse. Oui, ben c'est ça un petit peu l'exemple de la paresse. Ouais, c'est super confortable et on aime tous ça. Hein. Encore une fois, paresse entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de mal à être paresseux. C'est plutôt une preuve d'intelligence. En revanche, avec DuckDuckGo, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tapent un mot-clé et ils n'ont pas les bonnes réponses. Alors ils vont être obligés de taper 2 mots-clés et puis de préciser qu'est-ce qu'ils cherchent exactement. Mais ça, en termes d'autonomisation de la pensée, ça veut dire que c'est eux désormais qui sont en train de réfléchir à ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas quelqu'un extérieur qui leur dit ce qu'ils veulent. Donc, en termes d'autonomisation, c'est très bon finalement. Donc voilà, encore une fois, on a cette tendance-là, quand ça marche bien, le confort nous encourage à la paresse, ce qui ne veut pas dire que nous sommes systématiquement des paresseux.
Et enfin, dernier élément, dans ce qu'on a identifié vis-à-vis de nos rapports aux médias, c'est ce qu'on appelle l'effet halo. C'est la tendance à généraliser une attitude, hein, qu'elle soit positive ou négative, aux éléments qui entourent l'objet de notre représentation. Typiquement, quand il y a une fausse information qui circule sur le pape François qui soutient Trump, c'est parce que on sait que le pape François a un petit peu plus d'attitude positive vis-à-vis de lui, et donc on espère que l'effet halo va retomber en même temps sur Donald Trump. Voilà pour les trois types de rapports. Maintenant, attention à nuancer, hein, c'est-à-dire que tous ces biais cognitifs, on ne peut pas vraiment dire que ça transforme nos représentations. Le mécanisme de formation d'une représentation, c'est quelque chose qui se crée sur très long terme, qui est complexe, qui est socioculturel, hein, on évolue dans plein de contextes dans notre vie quotidienne, et c'est tout ça qui va contribuer à former ces représentations. Le risque avec les fausses informations, il est plus de figer et de radicaliser ces représentations. Donc on est moins en train de dire ce que vous devez penser, mais on est en train plutôt de vous convaincre que vous avez bien raison de penser comme ça, et puis de ne pas trop vous soucier de ceux qui pensent autrement. Et deuxième chose, c'est là où c'est dangereux, c'est un petit peu comme tous les travaux sur le stéréotype ont pu montrer tous les risques de vision stéréotypée, c'est que normalement les représentations sont des choses qui bougent au cours de notre vie, et que ces évolutions, elles sont favorisées justement par la remise en cause de ces représentations, et si nous sommes dans des écosystèmes qui nous polarisent, on va d'autant plus aider au caractère figé de ces représentations. Donc les bulles de filtre, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, hein, c'est une expression qui a été popularisée par Eli Pariser, hein, qui vous dit qu'en gros, sur Internet, comme c'est très personnalisé, l'organisation de l'information, hein, tapez tous le même mot-clé sur Google là et regardez vos résultats, vous verrez que personne n'a les mêmes résultats. Ces bulles de filtre, elles vous enferment dans un écosystème informationnel qui justement va renforcer les choses qui ressemblent à ce que vous aviez déjà regardé avant, à ce que vous pensiez avant, etc. Et donc ça va encourager cette stabilisation de vos représentations, là où par exemple, ce que je vous disais au début comme motivation à faire l'école d'été, appliquer le raisonnement éthique en disant mais après tout, c'est quoi les arguments sur lesquels se fondent vos opposants, c'est quoi les valeurs qu'il y a derrière, etc. Ça vous oblige à prendre beaucoup de recul sur vous-même, et au contraire, pourquoi pas vous dire mais tiens finalement, par exemple, on n'est pas d'accord, mais on est sur des questions derrière. En tout cas, nos valeurs sont très très proches. Après, nos arguments, les personnes qu'on veut favoriser, etc., ne sont pas nécessairement les mêmes, mais par contre, les valeurs fondamentales, on est d'accord. Donc ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur nos avis. Alors, comment ça s'organise au niveau purement technique ? Non, pas purement technique, parce que justement, comme Marcelo, je ne saurais pas vous résoudre les formules des différents algorithmes qui sont utilisés par les grandes plateformes qu'on utilise, mais plutôt d'un point de vue socio-technique, c'est-à-dire d'un regard de sciences sociales sur la manière dont on perçoit les informations. Dominique Cardon a fait un travail d'analyse d'espèce de rétro-ingénierie mais sociale, hein. On n'est plus en train d'essayer de voir c'est quoi les paramètres qui sont pris en compte dans un algorithme, mais on est en train d'essayer de voir ce que ça veut dire de comment on conçoit l'information, de ce que ça veut dire comme représentation des personnes qui vont utiliser notre plateforme, etc. Il a découvert 4 familles d'algorithmes, hein, qui sont ceux organisés autour de la popularité, autour de l'autorité, autour de la réputation ou autour de la prévision. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est que ceux autour de la popularité, ils vont se baser sur, par exemple, le nombre d'occasions de voir, le nombre de visiteurs uniques, etc. Donc ça va être quelque chose comme le Google Analytics qui vous dit votre site a mieux fonctionné ce mois-ci que le mois dernier parce que ce mois-ci il y a eu 30 000 visiteurs, le mois dernier il y en a eu que 25 000. C'est ce qu'on appelle la popularité dans le langage de Dominique Cardon. La deuxième, je passe vite dessus, c'est l'autorité. C'est ce qu'on a décrit ce matin à travers Google, hein, c'est-à-dire c'est les liens entrants.
ce qui, typiquement, juste pour conclure sur comment ça fonctionne Google, ça reprend le mécanisme des scientifiques. En tant que scientifique, vous pouvez écrire des trucs complètement inutiles que personne ne lit à longueur de journée, si vous êtes payé pour ça. Donc vous pouvez publier 500 articles dans votre carrière, mais si personne ne le... Enfin, en tout cas, ce que propose Google en reprenant la scientométrie, c'est-à-dire si personne ne les cite, c'est que c'est pas intéressant, ce que vous dites, ça n'a pas de valeur. Par contre, si vous écrivez un seul article mais que tout le monde le recite derrière, là, ça veut dire que certainement ça c'est intéressant. Donc on classe selon cette autorité qui est les citations faites par d'autres personnes. Et bien sûr, si ces autres personnes elles-mêmes sont des personnes d'autorité, ben la citation va valoir encore plus. La troisième, c'est la réputation. La réputation, ben, c'est tout ce qui concerne les avis, les notes qu'on va donner, l'engagement qu'on obtient. Donc, beaucoup de marques de subjectivité, c'est-à-dire j'apprécie, j'ai confiance, j'aime, un point de vue, une évaluation personnelle sur un objet. Typiquement, c'est la manière dont fonctionne Facebook, je vous détaillerai après son algorithme. Facebook, c'est essentiellement des critères qui relèvent de la réputation, c'est-à-dire c'est quoi un contenu de qualité? C'est un contenu qui a obtenu de l'engagement. Vous allez me dire, c'est quoi l'engagement? On est très loin de la sociologie de Howard Baker. C'est l'engagement, c'est est-ce qu'on a cliqué dessus, est-ce qu'on l'a repartagé, etc. Mais vous avez vu ce matin, on disait, une information, par exemple, qui est absolument erronée et complètement ridicule, elle va être certainement très, très, très partagée, parce que tout le monde va dire, regardez à quel point c'est débile, ça, etc. Mais pourtant, dans la manière d'évaluer de Facebook, c'est donc quelque chose qui a provoqué beaucoup d'engagement. Donc, ça mériterait d'être en haut de votre fil d'information. Dernière chose, c'est les algorithmes qui proposent de faire des prévisions. Alors ça, c'est tout ce qu'on appelle notamment, il y a les algorithmes auto-apprenants qui vont essayer de faire des hypothèses sur vos comportements futurs sur la base de tout ce qu'on sait de vous, de vos traces d'activités passées. Donc, à ce moment-là, ce phénomène-là est certainement le phénomène le plus individualisant parce que ça veut dire que ça personnalise complètement l'organisation de l'information pour tout le monde. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'on classe l'information? C'est ce que vous avez fait, vous, personnellement, par le passé. Alors, ça a une certaine justification. La sociologie, par exemple, ça enlève tout romantisme. On voit bien que nos comportements, ils sont hyper routiniers, qu'on fait preuve d'énormément d'homophilie, on côtoie les gens qui sont comme nous. Donc, effectivement, c'est montré simplement ces algorithmes-là, finalement, radicalisent ça en se disant ce que vous avez aimé dans le passé, c'est ce que vous aimerez dans le futur. Ce que vous avez fait dans le passé, c'est ce que vous ferez dans le futur, etc. Encore une fois, c'est une certaine portée prédictive. Ça a aussi des gros enjeux politiques. Typiquement, appliquer ce type d'algorithme sur LinkedIn, il se trouve qu'on sait par le passé que les femmes gagnent moins d'argent que les hommes pour le même niveau de poste. Donc, l'algorithme de LinkedIn considère qu'il n'y a pas besoin de faire des pubs vers des postes à haut salaire vers les femmes, parce que de toute façon, elles ne l'ont pas. On le sait, dans le passé, elles ne l'ont pas eu. Donc, vous voyez à quel point le fait de pouvoir prédire à partir du passé ce que va être l'avenir, le libre arbitre en prend un sacré coup. Ça, ce sont les formules existantes dans la plupart des plateformes. Mais ça n'a pas enlevé des autres types de classements qui existaient avant et qui souvent sont préférés par les usagers parce qu'au moins ils font sens. On les utilise depuis tellement longtemps qu'on les comprend un peu mieux. Les classements classiques, c'est quoi par exemple? C'est l'antéchronologique. C'est ce que vous propose Twitter, c'est ce que vous proposez Instagram par exemple. Ça peut être aussi le choix éditorial. C'est-à-dire que quand vous êtes un professionnel de l'information, que vous faites de la veille et tout, vous mettez certainement à consulter pas mal de journaux, dont des journaux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord sur le fond en termes de position politique, de position éditoriale, etc. Mais simplement, vous savez, vous maîtrisez cette information parce que vous avez une idée sur pourquoi ils construisent l'information, quelle est leur position vis-à-vis de l'information, etc. Donc ça existe encore en ligne. Et par exemple, c'est quelque chose qui est en train de perdre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on se rend compte que les personnes accèdent à l'information via leur fil Facebook, c'est organisé selon une logique de réputation, et on a de moins en moins des personnes qui accèdent à l'information via la page, comment la landing page, la page d'accueil d'un site web comme Le Devoir, la presse, etc. Donc l'organisation éditoriale de ces institutions médiatiques, elle est de moins en moins prise en compte. Mais attention, elle est de moins en moins prise en compte, elle est de moins en moins encouragée par l'écosystème informationnel dans lequel on vit. Parce que
tout un tas de stratégies de la part de grosses plateformes comme Facebook consistent à vous envoyer des notifications en permanence, à aller chercher votre attention de manière à ce que vous en ayez plus à donner à d'autres structures. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous, en tant qu'usagers, on n'a pas repéré que ces autres systèmes, ça nous plaisait, pourquoi pas mieux que les logiques algorithmiques. Je vous montre deux types d'exemples. En haut, c'est Twitter, en bas, c'est Instagram. Donc Twitter comme Instagram, ont pendant longtemps uniquement fait de l'antéchronologique. Et en fait, quand ils ont parlé de mettre en place des logiques algorithmiques, il y a eu des énormes refus de prescription algorithmique en disant, l'idée c'était pas les informations vont pas être pertinentes, etc. L'idée c'était, je comprends comment me servir de votre truc, ne me masquez pas cette compréhension. Je sais, quand je suis sur Instagram, quand j'allume mon téléphone le matin, je retourne jusqu'à la dernière photo que j'ai vue la veille et je sais comme ça ce que j'ai loupé. Si vous me proposez une organisation sur la base de la réputation, je ne comprends plus rien à comment vous avez organisé l'information et ça ne me va pas. Et c'est pour ça, tout à l'heure, la discussion qu'on avait par exemple avec Marcelo, c'est là je pense qu'il y a quand même un enjeu de pouvoir fort qui, c'est pas de la violence purement physique, mais c'est quand même quelque chose qui fait que vous n'avez pas le droit de passer cette porte. Le choix d'Instagram a été malgré tout d'installer un algorithme. Et qu'est-ce que vous faites? Oui, il y a toujours le choix d'arrêter d'utiliser la plateforme, en gros. Mais c'est le seul choix. Vous ne pouvez pas demander à sortir de l'algorithme. Twitter le font de manière un petit peu moins intense, parce qu'ils ont moins de monde, moins d'usagers, et ils ont moins capté. Donc, l'algorithme, vous pouvez le désactiver, vous pouvez demander à ce que l'antéchronologique reste. La deuxième dimension, c'est sur Twitter. C'est intéressant, Twitter, pas parce que tout le monde l'utilise, mais justement parce que ceux qui l'utilisent sont plutôt des professionnels de l'information, des gens qui savent un petit peu pourquoi ils sont là, et ils s'en servent comme veille, ils savent faire de la veille. Et quand l'algorithme a été mis en place, qu'est-ce que disaient les gens? Ils disaient, mais je me suis embêté à faire une curation, à sélectionner les comptes qui m'intéressaient, pourquoi vous venez me gâcher tout ça? J'ai pas besoin de vous, je sais organiser mes sources d'informations, votre algorithme vient me troubler cette compréhension de mes sources d'informations. Donc, vous voyez que finalement, il y a de quoi avoir une discussion sur comment on organise l'information, alors qu'on ne sait pas du tout c'est quoi la petite recette interne de l'algorithme derrière. On a juste compris, alors, en analyse des sciences et techniques, on va vous parler de l'esprit de la technique. Là, on a compris l'esprit de la technique. Cardon, il parle de politique des algorithmes. On a compris la politique de ces algorithmes derrière, et ça nous permet de nous positionner. Je vous donne encore l'exemple de Facebook. Facebook, ce qu'ils disent de leur algorithme, c'est que, en gros, ça fonctionne avec plein d'indicateurs. Il y en a plus de 10 000 a priori, mais qui sont intégrés à l'intérieur de cette formule générale qui est vous allez obtenir de la visibilité dans la page d'une personne selon tous ces critères-là. Le plus important, et qui est de plus en plus favorisé, c'est l'intérêt préalable de la personne dans la page. Donc, c'est-à-dire, la page, ça veut dire n'importe quel profil, ou une page officielle, ou un groupe, etc. Mais en tout cas, la source. J'échange tous les jours avec mon meilleur ami sur Facebook. À chaque fois qu'il va mettre un post, là, il va avoir un bon critère. Parce que je suis tout le temps en train d'échanger avec lui, j'ai déjà beaucoup d'intérêt dans ce qu'il fait d'habitude. La deuxième chose, ça va être la performance du contenu en lui-même. Donc, je rajoute aussi, est-ce que ce contenu il a été trouvé intéressant par plein d'autres personnes? Donc vous voyez que là, on est presque plus dans la logique de Google, pour vous dire, ces modèles algorithmiques qui sont intéressants, mais la plupart des plateformes font une espèce de mélange de chacun des modèles. Là, c'est un petit peu plus de l'autorité telle que l'entend Google. L'autre élément, ça va être la performance de la source initiale. Donc d'habitude, cette source, est-ce que quand elle diffuse des contenus, elle provoque beaucoup d'engagement? Le type de contenu aussi va jouer. Donc si vous mettez une image, si vous mettez une vidéo, ça va mieux marcher que si c'est juste du texte. Si c'est un contenu natif, produit au sein de Facebook, ça va être mieux évalué que si c'est un contenu externe, etc. Encore une fois, ce genre de choses-là, c'est des discussions politiques quand même fortes. Et en quoi un contenu qui est produit à l'intérieur de Facebook est meilleur qu'un contenu qui est produit à l'extérieur? Tous les journalistes qui ont subi l'article instantané de Facebook pourront vous dire non, c'est juste pour gagner plus d'argent, parce que comme ça on reste dans l'écosystème de Facebook, mais il n'y a aucun intérêt en termes de qualité de l'information associée à ça.
Et puis le dernier élément, c'est le caractère récent. Là, c'est pareil. C'est aussi quelque chose de quand même assez fascinant de dire il faut que ce soit nouveau pour que ce soit intéressant. Si c'est un peu plus vieux, ben, ça va perdre en pertinence. Donc, tout ça, c'est complété avec un ensemble de signaux contextuels, l'heure à laquelle vous lancez votre application, le lieu où vous êtes, le terminal que vous employez, etc. Donc, typiquement, un cas concret, vous ouvrez votre application sur un terminal en plein centre-ville à midi, il y a de grandes chances que vous ayez des contenus sur les restaurants qui sont alentours, etc. Ou que ça vous... pas nécessairement de la pub des restaurants, mais aussi s'il y a un de vos amis avec qui vous échangez régulièrement qui vient de se géolocaliser dans un restaurant pas très loin, on va aussi vous dire ah ben tiens il est là si vous voulez le retrouver, etc. Ça peut être aussi quelque chose que vous trouvez utile, hein, c'est pas que pour de la pub. Pondérer aussi différemment selon les profils. Donc c'est-à-dire qu'en fonction justement des prédictions de comportement, hein, on analyse toutes vos traces passées, comment vous avez réagi à toutes les informations qu'on vous a envoyées, et à partir de ça, ben, on va pondérer chacun de ces critères-là. Donc on voit que vous êtes vraiment quelqu'un où c'est très difficile de voir que vous êtes plus intéressé par une source qu'une autre. Bon, ben, peut-être que du coup on va remettre un petit peu plus en avant le niveau de performance du poste, ou des choses comme ça. Mais ça, c'est une cuisine individuelle. C'est ce qui fait, hein, encore une fois, que vous pouvez avoir les mêmes amis, vous n'aurez pas la même newsfeed. Comme sur Google, vous pouvez taper les mêmes recherches, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Et enfin, c'est pondéré selon des choix éditoriaux. Alors je le mets bien entre guillemets parce que Facebook refuse de considérer qu'on peut lui associer une ligne éditoriale. Pourtant, ça ressemble quand même beaucoup parce que ça vous dit, récemment, là, ça vous dit, on va favoriser les médias locaux plutôt que les médias internationaux. On va favoriser certains formats. C'est mieux de faire de la vidéo que de faire du texte. On va, évidemment, bien sûr, les formats les plus monétisables sont considérés comme plus importants. Alors vous voyez qu'une fois qu'on a compris ça, là, il n'y a aucun d'entre nous qui est capable de le rédiger ou de comprendre le détail de chacun des choix que fait l'algorithme. Par contre, on a suffisamment d'informations, par exemple, pour se dire, est-ce que ça devrait être notre source d'information pour l'actualité politique, par exemple? Je vous donne une définition de ce que c'est que le rôle démocratique de l'information, c'est une définition du CRISIS, qui vous dit « Les industries de l'information reposent sur l'idée selon laquelle les nouvelles produites en leur sein contribuent à former un citoyen éclairé, susceptible de prendre part aux décisions politiques. En effet, la notion d'intérêt public est centrale dans la description du métier de journaliste qu'offre le code de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Ce principe de service de l'intérêt public guide chacune des actions et décisions du journaliste. » Vous voyez que l'idée de popularité, l'idée d'autorité, l'idée de réputation, de prévision, de nouveauté, de clarifier un choix éditorial, ça vous permet de vous positionner face au choix de sélection de l'information. Par exemple, dire la réputation, en termes de politique, c'est peut-être pas le plus adapté. Je préfère peut-être avoir une institution qui assume un choix éditorial clair, parce que comme ça, peut-être que je ne serai pas d'accord avec ce qui est dit, mais au moins je sais quelle est la position éditoriale, justement. Un journal qui se dit libéral, un journal qui se dit à gauche, etc. etc. Évidemment, l'impératif pour pouvoir mener cette évaluation qui nous autonomise face à ces contenus et qui nous permet de faire des choix, ou pourquoi pas en nous disant mais j'arrête d'avoir tout accessible via Facebook et je vais aussi consulter d'autres plateformes, c'est qu'il y a une ouverture, c'est qu'il y a une transparence. Il faut pouvoir auditer ces algorithmes-là. Plus ils sont opaques, moins c'est facile d'arriver à avoir ce point de vue-là. Là, ce que je vous montre, c'est quand même 130 pages ou 150 pages même du livre de Dominique Cardon. Lui, il a passé des années là-dessus à arriver à synthétiser tout ça. Donc, c'est quand même beaucoup de travail pour arriver à se faire une idée. Plus c'est transparent, moins ce travail préalable sera long. Mais ce n'est pas du tout ce que les plateformes veulent. Je vous ai mis la référence vers un travail récent qui, par exemple, lui, essaie d'analyser la découvrabilité des contenus québécois sur Netflix. Et ça, comment vous arrivez à savoir? Parce que Netflix, quand il vous dit que vous ne favorisez pas la diversité culturelle, il vous dit si, il y a des contenus québécois sur Netflix, regardez notre catalogue. Ok, mais comme l'information, elle est organisée différemment selon chaque utilisateur, comment on sait s'ils sont visibles ou pas, ces contenus québécois? Parce que s'ils sont page 600 000 sur le catalogue de 700 000 pages, il y a peu de chances qu'on les voit.
Eh ben, c'est très intéressant cette recherche-là, parce que vous voyez à quel point ça a été compliqué pour les chercheurs d'arriver à savoir ça. Parce qu'il n'y a aucune information précise sur comment fonctionne l'algorithme vis-à-vis de la diversité. Ils n'ont pas eu de réponse. Et donc, ils ont été obligés de mettre en place un protocole de test, c'est-à-dire créer des faux comptes qui étaient tous similaires, et puis commencer à les utiliser en donnant tel type d'informations, etc. Au passage, quelles que soient les informations que vous donniez sur votre provenance, notamment sur le fait que vous vivez au Québec, que vous êtes québécois, etc., c'est assez facile de faire la comparaison parce que dans chacun des résultats, il y avait 0 contenu québécois qui était mis en avant. Donc, mais vous voyez, c'est un gros travail des chercheurs pour arriver à rendre ça visible. Là où on pourrait, maintenant qu'on le sait, on peut collectivement demander à ce qu'il y ait une position face à Netflix en disant si vous avez un rôle aussi important dans la diffusion de contenu culturel, vous devriez prendre des positions sur comment vous favorisez la découvrabilité des contenus culturels. Ok, parce que là, il ne s'agit plus de biais, c'est même pas visible. Et puis vous pouvez rien là-dessus, c'est pas vous qui choisissez de ne pas aller voir cette information, etc. C'est décidé avant même que vous puissiez exercer votre esprit critique ou votre esprit modérément critique. Donc deuxième chose, ça va être les bulles de filtre dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le mécanisme qui fait que l'information étant très personnalisée, vous allez voir de moins en moins de diversité. Je vous ai repris un slide sur ça pour juste vous préciser. L'expression bulle de filtre, elle a très bien marché. Les journalistes l'ont beaucoup reprise parce que ça parle bien, etc. Faut bien l'utiliser au pluriel. Ces bulles sont très 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 diversifiées d'une plateforme à l'autre. Par exemple, dans les forums classiques, Reddit, l'organisation de l'information, c'est encore des questions-réponses. Il n'y a pas d'organisation algorithmique des informations. Donc, la diversité, vous la voyez, et comme c'est bourré de trolls, vous voyez des gens qui ne pensent pas comme vous. Vous avez une expérience de différence de point de vue. Mais ça reste quand même un mécanisme qui est bien réel, plus ou moins fort, simplement. Le bien réel, je vous ai mis un lien vers une expérience qu'a menée Jeff Sietz, à se dire je vais essayer de commencer à suivre des contenus radicaux de droite, et puis je vais voir au bout de combien de temps je ne vois plus les autres contenus sur mon fil Facebook, et c'est dramatique. Il disait, je m'attendais à une semaine, et en 3 jours, j'avais plus aucune autre information que les radicaux de droite. Donc c'est bien réel, ça s'actualise différemment d'une plateforme à l'autre. Pareil, il ne faut pas tomber dans du complotisme de base. C'est pas parce qu'on a compris tout ça que pour autant ça marche. C'est-à-dire qu'on voit à peu près les éléments qui peuvent expliquer pourquoi à un moment une information va être très visible, pourquoi à un moment des gens se radicalisent, etc. Mais ça ne marche pas à chaque fois. Avoir compris les mécanismes ne fait pas qu'on arrive à en faire une recette. Ça, il y a Kevin Mellé, par exemple, vraiment sur le marketing viral, a fait une analyse de toute la littérature existante. Ça aboutit à dire les recettes fonctionnent jamais. On a beau prendre tous ces critères-là qui sont vrais dans l'absolu, quand on essaye justement d'en faire un savoir actionnable pour arriver à provoquer de la viralité, non, ça nous dépasse. La viralité, c'est pas nous on n'arrive pas avec tous ces éléments-là à produire quelque chose qui garantit la viralité. Okay, donc, en gros, quand ça marche, c'est certainement parce que ça a bien exploité ces phénomènes-là. Et quand on exploite tous ces phénomènes-là, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, ça nous garantit que ça marche. Ces bulles de filtre, elles vont aussi beaucoup être diversifiées selon les plateformes, selon les sujets. Et même, là, il y a une étude qui a été faite sur justement les discussions sur des forums de 4chan. Et on voit que même sur des sujets sensibles, ce n'est pas exactement les mêmes personnes, les mêmes groupes collectifs, politisés, etc. qui se rencontrent, et il n'y a pas exactement les mêmes effets. Ça vous montre aussi que quand je vous dis c'est une efficacité socio-technique, les algorithmes ont tendance à vous envoyer vers les informations qui vont dans votre sens, mais de toute façon, pareil, pour des forums, vous vous mettez à aller que dans des forums où il y a des gens qui disent les mêmes choses que vous, etc. Donc si jamais le système technique ne vous met pas assez dans votre bulle, on peut aussi, avec nos propres biais, finir par aller dans nos bulles. Et pour vous donner une illustration très parlante de comment ça fonctionne, du coup, est-ce que les fausses informations qui circulent sur Twitter, ça va convaincre, ça va changer le vote politique? Absolument pas. C'est-à-dire que les informations, elles circulent entre les gens qui pensent pareil. C'est-à-dire que pourquoi pas vous allez radicaliser les personnes, parce que je vous disais tout à l'heure, ça ne change pas les représentations, mais ça les fige. Oui, toutes ces personnes qui pensent pareil n'arrêtent pas de se galvaniser sur le fait qu'elles ont raison de penser pareil. En face, vous avez un autre groupe
où tout le monde pense pareil et qui se galvanise sur l'idée qu'il a raison de penser pareil. Pour revenir sur ce que disait ce matin Marcelo sur les effets d'autorité, il nous disait ça marche bien là dans plein de groupes sur Internet, effectivement on reconnaît une autorité. L'enjeu politique qui est plus compliqué, c'est de se dire qu'on ne vit pas tout le temps en ligne et que tout ce qui marche et qui nous radicalise comme ça, quand on se retrouve dans la rue face à ces gens, on les croise quand même encore, ces personnes-là, dans notre quotidien qui ne pensent pas du tout comme nous, mais quelle place ça laisse dans cet espace public plus large à la possibilité d'échange entre ces groupes qui se sont radicalisés les uns les autres. Okay, encore une fois, c'est le risque, ça ne veut pas dire que ça marche comme ça à chaque fois, et notamment dans les études de cas, je vous montrerai tout à l'heure, la plupart du temps, les gens qui sont radicalement opposés, malgré tout, restent très polis et essayent de dire « mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est quoi vos arguments ?» etc. On a heureusement beaucoup de liens sociaux qui continuent à faire en sorte que même quand on a de plus en plus de mal à comprendre les autres, on n'abandonne pas l'idée de tous vivre ensemble pour autant si facilement. Enfin, il y a des effets de renforcement. Les effets de renforcement, c'est quoi C'est que les contenus alternatifs appellent les contenus alternatifs. Alors, je vous disais, si vous avez commencé à consulter des choses sur une thématique, vous risquez à force de n'avoir que la même thématique. Donc, pour reprendre l'exemple de Netflix, vous regardez 3 films de karaté, vous ne voyez plus que des films de karaté. Ça va un petit peu plus loin dans les mécanismes qui font que les fausses informations se diffusent. C'est que non seulement si par exemple vous commencez à croire que voilà, vous êtes contre vous êtes assez convaincu par les arguments anti-vaccins, mais on va aussi commencer à vous dire, à vous envoyer des contenus sur le fait que la Terre est plate, et puis on va aussi vous envoyer des contenus sur le fait que Donald Trump est en fait un lézard, etc. Et donc en fait, non seulement les thématiques, on vous met dans des bulles avec les mêmes thématiques, mais en plus votre mode d'appréhension de la réalité alternative, complotiste, etc., va être encouragé avec d'autres types de contenus qui parlent sur d'autres sujets. Donc ça va vous favoriser dans votre mode de relation au monde très méfiant. Louis Quéré, il vous dit, il y a de la confiance, ça c'est quand tout va bien. Il y a de la défiance, c'est pas si grave que ça, parce que c'est plutôt utile de ne pas avoir confiance en tout le monde, d'essayer d'évaluer à quel moment on accorde notre confiance ou pas. Ce qui est dangereux, c'est quand il y a de la méfiance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la possibilité de construire de la confiance, et donc là, ça peut encourager vers un mécanisme de méfiance. Et donc, vous pouvez aller voir le site Natural News, par exemple, qui est assez intéressant, parce que justement, vous avez une diversité de points de vue assez large. C'est fait sur toutes les médecines alternatives naturelles, mais il y a aussi des choses politiques, il y a aussi des choses sur le climat, il y a aussi des choses sur tout un tas de sujets. Autre élément qui est dans l'article de Franck Robillard, que je vous détaillerai après parce qu'il vous fait un cas intéressant sur comment se diffuse une fausse information. Il vous parle du Gamergate. Je ne sais pas si vous aviez suivi cette grande discussion, cette grande polémique, plutôt controverse qu'il y a eu au sein du monde du jeu vidéo sur le sexisme des acteurs du monde du jeu vidéo. Et en fait, Breitbart, qui est connu pour être un site d'information, de réinformation politique très à droite aux États-Unis, entre autres, ils ont une chronique vidéo et nouvelle technologie qui a ramené les personnes qui étaient convaincues par le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de femmes dans le monde du jeu vidéo, et parce que Breitbart est aussi très antiféministe, et puis quand elles sont arrivées sur ce site-là, elles ont eu aussi accès à toutes les informations de la droite très radicale américaine, et donc ça a fait un phénomène de renforcement de toutes ces positions-là. Et le dernier élément aussi, en admettant qu'on arrive à un moment isolé une fausse information, les caractéristiques des contenus aujourd'hui sont leur réplicabilité très très forte avec le numérique, c'est-à-dire que ça va réapparaître tout le temps. Alors c'est des choses, quand il y a par exemple tous les cas d'informations qui ont été diffusées sur vous par votre ancien partenaire ou des choses comme ça, ça réapparaît souvent. Il ne suffit pas, c'est arrivé sur une page Facebook, vous avez fait fermer la page Facebook, vous avez fait enlever le contenu, et il y a plein de gens qui ont enregistré cette image ou cette vidéo, donc ça va réapparaître un mois après.
sur un forum, etc. Ben, c'est la même chose pour les fausses informations. Là, je vous ai pris un article de la mairie de Dorval qui se bat contre une soi-disant polémique entre la mairie et la population musulmane, qui ressurgit tous les 3 mois et on leur demande de rendre des comptes sur ça, alors que ça n'a jamais existé. C'est dramatique, etc. Bon, en fait, si on prend un peu de recul dans l'histoire des médias, on se rend compte que ces bulles d'information, ce cadrage qui laisse voir qu'une partie de la réalité, après tout, c'est quand même, c'est pas si récent que ça. C'est-à-dire que les médias faisaient déjà ça. Et une des critiques d'ailleurs des médias, c'est de dire qu'ils ne sont pas très représentatifs des questions que nous on se pose, etc. Et effectivement, hein, dans l'histoire de l'analyse des médias d'information, il y a plein de théories maintenant qui sont, encore une fois, là c'est plutôt des grands classiques, hein, c'est même plus interrogé, ça fait partie des manuels de base, hein, où on vous parle par exemple de la capacité des médias à définir un agenda, mais c'est eux qui décident de l'agenda. Il pourrait y avoir plein d'autres informations qu'on pourrait considérer comme utiles, etc. Donc en soi, ça joue un filtre déjà. Une des critiques qui est faite régulièrement au paysage médiatique québécois, c'est de ne pas être assez ouvert sur l'international. Or, il se passe des choses à l'international. Donc, encore une fois, c'est des choix, c'est des bulles. L'autre élément, c'est le cadrage médiatique. Le cadrage médiatique, hein, c'est comment on va aborder le sujet. Est-ce que c'est un sujet important ou pas? Est-ce qu'il y a des acteurs auxquels on va accorder plus de crédit ou pas de crédit, etc. Alors typiquement, regardez la manière dont on a parlé des Syriens pendant pas mal d'années. Hein, est-ce que c'est des immigrants ou est-ce que c'est des réfugiés? Ça, c'est un cadrage énorme, le terme, la sémantique qu'on utilise. Pareil, on leur reproche leur sociocentrisme, mais ça, il y a une étude récente hein, qui vient encore de le démontrer, en disant, mais regardez, si vous interrogez les professionnels de la construction de l'information, donc les journalistes, les éducateurs, les chercheurs, on en prend tous pour notre grade, hein, les spécialistes des usagers, des consommateurs et tout, dans les sociétés d'études, dans les agences de pub, on se rend compte déjà qu'ils ont un profil sociologique complètement différent de la plupart de la population, hein, ils sont beaucoup plus fortunés, ils ont un niveau de diplôme beaucoup plus haut, ils sont beaucoup plus citadins, etc. Ils ont une consommation média complètement différente, donc ils n'ont pas accès au même écosystème d'information que la plupart des gens. Et quand on les interroge sur plein d'attitudes aujourd'hui des personnes, de citoyens lambda, etc., ils se trompent la plupart du temps. Je vous ai pris un des résultats, hein, c'est tous ces médiateurs classiques hein, pensent que 37% des Anglais regardent la télé sur un autre terminal que le téléviseur. En fait, dans la réalité, ils sont que 2%. Donc il y a des très très grands écarts. Hein. Encore une fois, on n'est pas si bon pour arriver à comprendre nos publics. Et tout ça, hein, c'est tous ces éléments-là qui vont arriver à faire un terreau sur lequel des fausses informations vont à un moment être rendues très très visibles. Donc ça va passer par quoi? Ça va passer par des manières de construire de la visibilité. En fait, on va employer un réseau de comptes connectés en essayant de reprendre les critères hein, d'autorité. Donc, est-ce que ce compte va citer un autre compte? Est-ce que ce compte va liker ou cliquer régulièrement sur ce compte, etc. selon les critères des algorithmes. Le problème d'un algorithme, c'est quand même assez bête, hein, même extrêmement complexe. Une fois qu'on en a compris la logique, c'est assez facile à détourner. Ce réseau de comptes connectés qui va essayer de détourner les logiques algorithmiques pour gagner en visibilité, il est basé à la fois sur ce qu'on appelle les bots, là en ce moment, donc des trucs qui font tout ça automatiquement, mais même aussi sur beaucoup de travail à bas prix pour justement aller à l'encontre des mécanismes de reconnaissance automatique des bots. Il va y avoir aussi tout un tas de manière de faire une construction de l'autorité. Donc on va s'associer à des informations fiables. C'est ce que je vous disais par exemple tout à l'heure, c'est pas possible de fermer les sites de fausses informations en disant ah ça c'est de la fausse information, ça c'est de la vraie. Ces sites, ils ont plein de types de contenus, dont des vraies informations. Et alors l'association à des informations fiables, ça a 3 niveaux. Ça va être chronologiquement. Une fausse information, elle marche bien quand elle rebondit sur quelque chose qui a réellement eu lieu. Donc par exemple, je vais vous montrer le cas l'information qui a la plus circulé autour du G7 qui vient de se tenir, c'est que Trump avait été exclu du G7. Évidemment, ça ne pourrait pas marcher s'il n'y avait pas une tension préalable qui avait été traitée et qui, elle, est vraie.
D'accord? Donc chronologiquement, on rebondit sur des événements qui sont déjà en train de se passer pour que ça soit à peu près crédible. Au sein du site, on va mettre des informations fiables, on va diffuser des informations faites par des sites qui sont reconnus comme fiables, etc. Et puis au sein même des contenus, on va faire des liens vers des contenus fiables et puis des liens vers des contenus moins fiables, etc. Donc c'est très difficile à distinguer. Et enfin, dernier élément, va y avoir l'exploitation de toutes les failles là, dans nos représentations, dans notre manière d'être capable de les mettre en cause et puis dans notre rapport aux médias, dans des règles de construction des discours. Je vous disais, hein, vous n'allez pas en croire, enfin, les 10 chats les plus mignons, vous allez craquer devant le chat numéro 8, etc. Tout ça, hein, dans les supports, dans la taille des contenus, dans le vocabulaire, dans les types de contenus qu'on va utiliser, on a conscience de toutes ces failles-là et on va le mobiliser. Donc encore une fois, ça, c'est la recette pour faire que ça marche. Ça ne veut pas dire que ça marche, mais quand ça marche, en général, ça a bien exploité ça. J'ai 2 études de cas pour vous montrer ensuite comment on peut analyser justement la circulation d'une fausse information, mais je vous propose, comme là encore il y avait pas mal de contenu, c'était assez dense théoriquement, si vous voulez qu'on échange un petit peu, s'il y a des questions, s'il y a des domaines d'application sur lesquels vous vous interrogez, pour voir comment vous vous appropriez tout ça, parce que ok, on a compris comment ça fonctionnait. Moi maintenant, comment je construis mes contenus de manière à me faire reconnaître. Moi maintenant, comment j'éduque mes élèves, mes étudiants à avoir un recul critique sur l'information, etc. Mais en fait, il y a plein de petits éléments concrets qu'on peut mettre en place. Je vais vous donner par exemple la solution qui marche super bien en cours. Hein. Vous dites, cherchez tous sur Google le même mot-clé, montrez-vous vos écrans. Là, ça fait peur à tout le monde en général. Et puis deuxième chose, cherchez la même information sur DuckDuckGo. Vous voyez, ah, c'est dur hein, quand même, parce qu'il donne vraiment des mauvais résultats. Non, il vous oblige à vous avoir une intelligence personnelle, savoir ce que vous voulez. C'est très bien, c'est un site qui essaie de ne pas vous prolétariser. Donc ça marche très très bien, très concrètement. Et puis ensuite, il y a plein de petits outils. Alors ça, pendant demain midi, je vous montrerai tous les outils qui existent, tous les vérificateurs, tous les petits trucs comme ça. Je vous passerai un petit peu plus de temps à vous montrer tout ça pour que vous puissiez vous les approprier après. Mais voilà comment ça peut fonctionner. Je vous fais 2 études de cas. Une qui est très orientée, qui est assez rapide à faire. C'est-à-dire que là, à chaque fois que vous avez un doute sur une information, à chaque fois que vous voulez essayer de comprendre pourquoi tout le monde vous parle de telle information, etc., c'est assez rapide. Et puis la deuxième étude de cas, elle va orienter vers tout ce que je vous disais, plus sur les manières, les formes de discours, etc., dont on va beaucoup parler demain, et puis que je vous montrerai un petit peu dans les études de cas de la fin de la journée. Et elle est faite par un universitaire, c'est un peu plus long comme analyse, hein, ça se met en place un peu moins facilement que la première vérification que je vous montre, qui est là un article de Jeff Yates, hein, qui a voulu essayer de comprendre comment l'exclusion de Trump du G7 donc, est devenue la nouvelle la plus partagée à propos de cet événement. Alors vous allez voir qu'on retrouve plein de choses de ce qu'on a dit. Première chose, c'est la base factuelle. Il y a effectivement une intervention et des tweets du président français Emmanuel Macron qui dit expressément peut-être que c'est égal au président américain d'être isolé, mais nous, ça nous est aussi égal d'être 6 si besoin était. D'accord ? On voit qu'il y a de la tension, on voit que finalement c'est pas G7 mais c'est G6 plus 1, etc. Donc vous êtes d'accord hein, que quand je disais on exploite chronologiquement la crédibilité d'une information, il y a un contexte qui fait que ça paraît pas si impossible que ça que Trump se fasse exclure du G7. Le support, ça va être un site web qui s'appelle le Washington Source, qui a été créé 2 jours avant. Comment on arrive à savoir ça? Avec des petits outils. Hein. Alors il y a le WHOIS par exemple, où là Jeff Yates il a utilisé Domentus, voilà, ça vous donne ça. Vous tapez l'adresse, et puis ça va vous donner plein d'informations sur le site. D'accord? Des métadonnées, hein, du coup des choses qui ne sont pas directement nécessairement accessibles sur le site, mais qui va vous informer, par exemple, hein, vous voyez qu'il a été enregistré le 6 juin 2018, donc 2 jours avant qu'il diffuse l'information. Okay, troisième chose, il y a des relais. Il y a un réseau pas si grand que ça, finalement, hein, un petit réseau de pages anti-Trump,
Et c'est un des intérêts de cette étude de cas, c'est de vous montrer que c'est pas uniquement les gens d'extrême droite qui se radicalisent. L'extrême, c'est l'extrême. Hein. Et là, en l'occurrence, c'est des personnes plutôt d'extrême gauche qui ont fait le mécanisme qui est très proche. D'ailleurs, c'est la conclusion de l'article, justement, Franck Robillard, c'est-à-dire, finalement, les technologies numériques, ça encourage à l'agitation politique de droite. Et ce qui fait que les gens de gauche se mettent à agir en agitation politique comme les gens de droite. Donc un petit réseau de pages anti-Trump qui ont été préalablement identifiées et qui ont été ciblées, hein, d'accord, où l'information, là, ce lien-là, a été diffusé. Comment on se rend compte de ça? C'est avec l'outil qui s'appelle CodeTangle. Hop, je vous montre. Je vous ai pris une. Non, je vous ai pas pris. Ah mince, j'ai oublié de mettre une capture d'écran. Mais bon, le site, hein, il permet de vous montrer. Bon, alors voilà, c'est un site professionnel. Tous les professionnels de l'information, ils utilisent de la diffusion d'informations sur Internet, ils utilisent ce genre de site. Hein, là, c'en est un parmi beaucoup d'autres. Ça vous donne des informations sur comment un contenu a circulé, où il est allé, par qui il a été repris, etc. Et je vais vous montrer plutôt le résultat qui a été il a mis. Il n'a pas mis de. Bon. Je pensais qu'il avait mis une capture d'écran de ce que ça montrait, mais en gros, hein, ça vous montre sur quel relais fonctionne la viralité. Donc ça vous refait, hein, ça peut vous le faire par graphique, ça vous informe sur les pages, ou quand je dis page, hein, c'est vraiment sur les sources. Ça peut être un compte privé, ça peut être un groupe, ça peut être une page Facebook, etc. Donc à partir de ça, il a pu voir qu'effectivement, le fait que ça ait beaucoup circulé, c'est parce qu'il y avait ce petit réseau qui avait été mobilisé, et ça a beaucoup circulé à l'intérieur de ces petits réseaux. Hein, quand je vous parlais tout à l'heure de petits espaces publics autonomes, là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est un tout petit endroit, enfin un tout petit endroit, 100 000 personnes, on va dire, mais sur Facebook c'est rien, qui se retrouve avec cette information-là, qui clique énormément dessus parce que c'est sur cette page où il y a 100 000 abonnés. Et puis, un autre site qui est intéressant pour essayer d'analyser la diffusion, c'est BuzzSumo. Donc vous tapez un sujet, vous tapez l'adresse d'une information particulière, et ça va vous montrer les différents engagements, encore une fois avec la définition très propre au numérique de l'engagement, que ça a obtenu. Donc là, hein, vous voyez que en gros, ça vient quasiment exclusivement de Facebook et de Twitter, et ça a été diffusé quasiment nulle part ailleurs. Donc vous voyez, vous arrivez à être le truc le plus visible, le plus partagé à propos d'un événement, sans être passé du tout par les médias traditionnels. Est-ce qu'on dit d'habitude, hein, quelle était la technique? On revient il y a 10 ans, pourquoi on faisait de l'agitation politique sur Twitter ou sur Facebook? On essayait de faire croire à un journaliste qu'en fait c'était super important ce qu'on disait pour qu'à un moment il en parle dans les médias traditionnels. Et là on savait que boum, il y allait avoir une explosion en termes d'écoute, etc. Ça reste encore globalement vrai, hein, ce genre de choses. Hein. Si vous regardez justement les études sur la diffusion d'informations sur Twitter, il y a encore des gros hubs, hein, et notamment les sites institutionnels des médias sont des hubs informationnels. Mais vous voyez qu'on peut quand même, sur certains sujets, arriver à obtenir une énorme visibilité sans passer par ce mécanisme-là. Alors maintenant, il y a deux questions qui se posent. Pourquoi? Pourquoi? A priori, c'est pas enfin, en tout cas, l'hypothèse de Jeff Yates, mais qui est bien étayée, c'est certainement pas de la propagande, c'est plutôt de l'intérêt économique. Pourquoi il vous dit ça, hein? C'est parce qu'il vous dit, finalement, le fait que le site ait été créé 2 jours avant, c'est pourquoi? C'est pour arriver à tromper les mécanismes de protection des régies publicitaires de Google. 2 jours avant, les robots de Google n'ont pas eu le temps de capter que ça utilisait AdSense. Et donc, ça a fait 900 000 impressions en 2 jours. Ensuite, le AdSense repère que ce site, il n'est pas fiable, il le ferme. Mais entre-temps, on a récupéré un nombre de clics et on a fait de l'argent sur de la publicité. Donc, lui, c'est son hypothèse.
Après, hein, encore une fois, quand on dit manipulation pour des raisons économiques et politiques, et peut-être aussi, enfin, on peut avoir plusieurs raisons. Hein, on peut très bien vouloir faire de la propagande tout en voulant gagner de l'argent. Hein. Nous sommes décidément pleins de créativité. Et la deuxième question, c'est quel impact? Est-ce que ça a changé quelque chose à notre représentation du G7? Est-ce que ça nous a changé quelque chose à propos de notre représentation de la possibilité d'une politique internationale, à propos de Trump, etc. Ben, là, l'impact il est vraisemblablement faible parce que vous voyez bien que ça a circulé exclusivement au sein de ces espèces de petits espaces publics autonomes. Donc qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait rappeler quelque chose à des gens qui étaient déjà parfaitement convaincus que Trump était une énergumène qu'il n'aurait jamais fallu le faire passer à la présidence des États-Unis. Donc, est-ce que vous avez changé ces représentations? Non. D'accord? Encore une fois, là, je vous rappelle, hein, c'est vraiment le mécanisme qui fait un peu peur là-dedans. C'est plus de la propagande au sens où on essaie de favoriser une faction politique ou une autre faction politique. C'est plutôt de la propagande au sens où on essaie de faire en sorte que plus personne ne puisse avoir confiance en personne. D'accord? L'image qui me revient tout le temps, c'est la version, la version hyper... sombre du Joker dans les films de Nolan, là, où il fait rien, lui ce qu'il veut c'est juste provoquer le chaos. Non seulement il n'agit pas, et puis en fait ce qu'il veut c'est juste que tout le monde s'entretue. Et il n'y a pas d'intérêt ensuite à prendre le pouvoir, etc. C'est de la pure destruction. Quoi. Et c'est ça qui est assez effrayant dans ces mécanismes où on essaie juste de créer de la méfiance de tous envers tous. Non. Là je disais justement, l'idée c'est juste essayer de comprendre pourquoi ce mécanisme, pourquoi cette information a beaucoup circulé, pourquoi quand on dit c'est quoi les informations qui ont été les plus visibles autour de ce sujet-là, c'est elle qui ressort, etc. Tous ces sites-là permettent d'avoir des informations complémentaires et notamment de se dire un site qui a été créé il y a 2 jours, en termes de fiabilité de l'institution médiatique, je peux peut-être moins lui faire confiance que si c'est un site qui existe depuis longtemps. Mais en l'occurrence, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'autres informations. Non, mais après, c'est pas le Wiz, hein, là. Hein. Tu peux aller sur le Wiz pour essayer d'aller voir qui a acheté, effectivement. Mais ceci dit, c'est plein de trous, quand même, le Wiz, hein, pour avoir déjà essayé. Donc le Wiz, hein, on est en train de parler technique, là. C'est un registre qui permet de savoir à qui appartiennent les noms de domaine. Mais après, c'est exactement comme pour des sociétés écrans ou des choses comme ça. Je veux dire, vous pouvez avoir un nom, mais ça ne vous dit rien sur qui est exactement derrière. En général, si c'est de la propagande, justement, c'est plutôt bien fait pour que ce soit assez difficile de faire le lien. Mais là, en l'occurrence, non, je te disais, Jeff Yates, lui, dans son article, il dit « Moi, ce qui me paraît le plus probable, c'est économique. Ça a été créé 2 jours avant, on trompe AdSense, et puis voilà. » Je disais, après, on n'est pas obligé, c'est pas parce que c'est économique que c'est pas aussi propagandiste. Enfin, c'est juste ça. On peut avoir plusieurs raisons pour diffuser ces fausses informations. Alors peut-être, quand je vous disais tout à l'heure, définir une information fiable, ça serait peut-être un petit peu plus économe pour nous, un peu plus stabilisant que d'essayer de courir derrière toutes les formes de fausses informations. Ben, typiquement, là, ça, c'est des outils qui nous permettent de voir un peu en tout cas la transparence de cette information. Et peut-être que c'est vrai, et peut-être que la personne a réellement créé son site d'information 2 jours avant, mais il faut bien commencer à un moment, etc. Mais en tout cas, tous ces éléments, tout ce faisceau de petits éléments que vous avez, vous permet de vous dire cette information me paraît moins fiable qu'une autre. D'accord ? Encore une fois, là-dedans, en tout cas, ce n'est pas du tout l'objectif de vous dire quelle est la vérité. Vous serez toujours dans l'incertitude. Simplement, vous pouvez essayer d'estimer différents types d'informations et vous dire là, c'est quand même pas très fiable. Là, en l'occurrence, c'est vraiment pas très fiable. Non, avec un petit teasing comme ça, j'imagine que vous voulez juste savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, alors là, je vous ai mis une autre étude de cas, hein, qui est celle proposée par Franck Robillard sur ce qu'on a appelé le Pizzagate. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je vous ai repris sa synthèse au cas où vous n'avez pas suivi ça. Hein. Donc, c'est le 4 décembre 2016, en début d'après-midi. Un homme armé d'un fusil d'assaut fait feu, sans faire de victime, dans un restaurant de Washington. Le propriétaire de ce restaurant, la pizzeria Comet Ping Pong, est connu pour être proche du Parti démocrate et en particulier de Tony Podesta, frère du directeur de campagne d'Hillary Clinton. Quelques minutes plus tard, le forcené sort du restaurant et se rend finalement sans résistance aux policiers arrivés sur place. Il leur expliqua être venu jusqu'ici après plusieurs heures de route depuis sa Caroline du Nord pour vérifier par lui-même que cette pizzeria n'abritait pas un trafic sexuel d'enfants.
Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez le matin, vous tirez au sort dans les pages jaunes. Tiens, vous savez que je vais aller vérifier qu'il n'y ait pas un truc caché. Non, bien sûr que s'il s'est dit ça, c'est sur la base de tout un tas de sources qu'il a consultées. Ces sources, il les a données. Hein. C'est déjà le bouche à oreille, pour vous rappeler. Écosystème informationnel, il ne faut pas penser juste numérique. Le numérique, c'est parmi d'autres, hein, c'est central, hein, mais on a plein d'autres sources d'informations. Ça va être beaucoup Infowar, hein, qui est un site de réinformation connu, un peu comme Breitbart aux États-Unis. Et puis ça va être des sites web variés. Là aussi, l'intérêt de cette étude de cas, c'est que ça vous montre que finalement les médias sociaux numériques, là-dedans, ils n'ont pas un rôle si grand que ça. Hein. C'est pas via... ça a été utilisé, je vous montrerai après, comme source pour montrer qu'il y avait bien un réseau de pédophiles qui existait, mais en revanche, en termes de circulation d'informations, ils sont pas du tout centraux. Donc, ce que cherche à voir Franck Robillard, il vous dit, pour que ça soit arrivé, c'est certainement qu'il y a des nouvelles ressources proposées par l'écosystème informationnel actuel qui vont aider, soutenir l'argumentation complotiste, l'argumentation contrefactuelle, post-vérité, etc. Et donc, là, il n'est plus en train d'essayer de voir, comme ce qu'a fait Jeff Yates, comment ça a circulé, sur quel relais ça a fonctionné, un peu comme on fait beaucoup des représentations d'analyse réseau, hein, sur tiens, il y a telle personne influente qui a diffusé, ce qui fait que c'est allé vers tel type d'espace, etc. Mais plutôt de se dire, c'est quoi les éléments constitutifs de l'argumentation qui arrivent à finir par nous convaincre que réellement, il y a certainement un réseau de pédophiles qui existe, etc. Donc, son hypothèse, hein, je vous la reprends telle qu'il la formule, c'est que les chaînes conspirationnistes, dont la rumeur en ligne constitue l'un des véhicules privilégiés, trouvent avec le numérique et l'Internet des éléments documentaires de nature à renforcer l'illusion d'une démonstration de leur construction intellectuelle. Un petit peu ce que je vous disais ce matin. Quand vous pouvez créer, il y a des outils de contrefactualité aujourd'hui qui sont hallucinants. Vous pouvez créer une vidéo entière de quelqu'un qui est mort et là qui est en train de parler. Vous pouvez reprendre tous les discours d'une personnalité politique et puis la remonter d'une manière qui paraît très crédible pour lui faire dire autre chose, etc. Vous pouvez faire paraître 30 ans de moins ou de plus à quelqu'un sur la base uniquement d'un enregistrement vidéo que vous avez de cette personne. Et donc, voilà, entre autres, des éléments hein, donc, qui nourrissent l'argumentaire complotiste. C'est d'ailleurs un des points qui est assez fascinant dans le discours complotiste, c'est à la fois de casser complètement les expertises traditionnelles, et notamment journalistiques, en disant que c'est des gens vendus, etc., tout en reprenant tous les critères de légitimité, en tout cas en apparence, de la construction de l'information par les journalistes, par les experts, par les scientifiques, etc. Est-ce que c'est clair, ça, cet objectif? Parce que, encore une fois, là, ça va pouvoir aussi aider. Vous verrez qu'on peut mettre en place des systèmes très élaborés si on veut faire de la recherche là-dessus pour essayer de former de manière très précise ce que c'est que le registre sémantique associé au complotisme, etc. Mais c'est aussi plein de petits éléments juste de survie intellectuelle au quotidien, en se disant c'est quoi les mots utilisés, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des mots synonymes proches là, qui sont tout le temps employés, qui reviennent régulièrement, etc. Ça peut être aussi des cas très concrets pour favoriser l'exercice de notre esprit critique. Alors, il fait la recension des sources qui vont être mobilisées par les tenants du Pizzagate. Elles sont de 3 formes. Je vous dis, premièrement, il y a le leak. Ça marche super bien, hein, et notamment, pareil, hein, Wikileaks, etc. Ça rappelle à toute une tradition de choses qui sont acceptées et qui sont plutôt prestigieuses. Hein. Il y a des informations sur la surveillance, par exemple, sont passées par cette plateforme-là. Donc, si on fait passer par Wikileaks d'autres types d'informations, on peut espérer que déjà ça va avoir une certaine aura de légitimité en termes de manière dont on fait de l'investigation poussée. Donc des documents politico-administratifs confidentiels, en l'occurrence, hein, c'est une manière de scientifique de parler des courriels, hein, qui ont été récupérés et puis qui sont diffusés par l'intermédiaire de Wikileaks. On verra qu'ensuite, on va aussi mobiliser des images qui sont mises en ligne par les protagonistes eux-mêmes hein, sur Instagram. Et puis enfin, quand même aussi l'utilisation de technologies plus pointues existant désormais avec les technologies numériques. Le point que vous dit Franck Robillard, hein, c'est
il vous dit, qu'est-ce qui marche dans le complot? C'est la surinterprétation et la focalisation sur certains points. Donc, ça permet à un moment de perdre la logique globale, mais plutôt de surinterpréter une image et de faire des tonnes et des tonnes d'analyses sur ces images et de reprendre un mécanisme d'aller chercher toujours plus loin sur l'interprétation de ces quelques éléments plutôt que d'essayer de réunir plein d'éléments convergents pour arriver à faire preuve. Donc pourquoi pas, vous avez une seule information, mais la surinterprétation va produire tellement de discours que vous finissez par croire que vous avez vraiment construit beaucoup de choses qui font preuve. D'accord ? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Donc en fait, la conclusion de Franck Robillard n'est pas très novatrice. Elle vous dit finalement ça fonctionne comme d'habitude. Le mécanisme complotiste, simplement, c'est vraiment aidé par la forme technosémiotique. Il vous dit donc la manière dont les signes sont agencés au sein de l'univers technique informationnel actuel. Qui va beaucoup favoriser ce mécanisme d'argumentation. Donc ça commence avec la surinterprétation d'un courriel de John Podesta à propos d'un mouchoir oublié et contenant un plan relatif à une pizza. Donc, première chose, hein, dans la surinterprétation, on propose un codage alternatif. Quand on dit pizza, c'est fille, quand on dit mouchoir, c'est sperme, quand on dit... Enfin, tout un tas d'éléments qui permettent de dire, ben voilà, d'un seul coup, tous les courriels, relisez-les avec cette grille de lecture. Là où, hein, je vous dis, on perd la cohérence globale, il n'y a personne qui se dit, mais pourquoi on a fait cette association? Donc, et pourquoi? Eh bien, encore une fois, hein, à la fois, c'est fascinant quand on ne croit pas au discours complotiste, mais il ne faut pas non plus être méprisant, hein, parce que justement, surinterpréter, ça fait qu'il y a plein de contenus et plein de personnes qui vont ajouter des posts supplémentaires en disant hey, « regardez, en comparant ces trois courriels, on voit que pizza apparaît là, là, là ». Donc il y a plein d'éléments où on a l'impression que les gens ont travaillé de manière très sérieuse à essayer de faire des liens, etc. Donc ce n'est pas des idiots ou des demeurés qui vont croire à ça. Il y a une logique argumentative qui finit par faire masse. Hein. Donc, derrière cette première surinterprétation, on va inviter les membres de forums alternatifs d'extrême droite à analyser les courriels, justement en disant ben, faites vos propres analyses, voilà la grille de lecture. Maintenant, allez-y, rapportez vos preuves supplémentaires en surinterprétant toute cette base de courriels. Donc, évidemment, on en conclut que s'il y a régulièrement le mot pizza qui est manifesté, c'est certainement qu'il y a un complot derrière tout ça. Donc vous voyez hein, une capture d'écran où hot dog c'est boy, pizza c'est girl, juice c'est little girl, pasta c'est little boy, ice cream c'est prostituée mâle. Voilà, carte c'est sperme. Voilà, vous avez une grille de lecture alternative qui vous est proposée. En parallèle, il y a une deuxième polémique qui est lancée, cette fois-ci par un journaliste de Fox News. Et sur son compte Twitter, hein, il vous montre qu'il y aurait des courriels qui révéleraient des rituels occultes suivis par Podesta. Je vous ai mis l'exemple à côté. Hein. Et donc ça, hein, là-dedans, ça c'est pas beaucoup suivi, mais c'est simplement, ça fonctionne en disant, hein, toujours logique complotiste, il y a des éléments... Il y a une cohérence, elle nous est juste cachée. Donc cherchons les moments où il y a un truc bizarre qui se passe, et peut-être que ça va prendre des millénaires pour qu'on trouve deux trucs bizarres qui se passent, mais comme ça, c'est quand même une preuve qu'il y a bien un truc caché, et que de temps en temps, les complotistes qui nous masquent ce que c'est que la vraie réalité des choses et de comment tourne le monde, sont pas suffisamment bons pour tout cacher, et donc finalement, ce qui est l'exception devient une preuve dans la logique complotiste. Hein. Donc on vous donne cette deuxième chose pour dire, mais le but n'est pas d'essayer de trouver une cohérence entre la pédophilie et le fait d'avoir des rituels occultes suivis par Podesta. Le tout est de se dire, regardez, il y a plein de choses bizarres sur cette personne-là, donc c'est nécessairement qu'il y a un réseau de pédophilie. En l'occurrence, hein, tout ce qui a été utilisé, là, c'est des constructions sur la base d'un courriel d'invitation d'une artiste qui fait des choses assez bizarres, mais qui sont exposées dans des musées d'art contemporain et où il y a entre autres du sang, etc. Et où en fait il y a eu des extrapolations sur le fait que en fait, c'était des rituels masqués que suivait ce groupe de personnes. Ensuite, vous avez le propriétaire de la pizzeria, hein, James Alefantis,
qui est identifié dans les courriels. Cette pizzeria, visiblement, est un lieu connu pour abriter régulièrement les repas des démocrates. C'est juste à côté de la Maison-Blanche, etc. Son compte Instagram, alors, va être analysé et puis, à nouveau, surinterprété. Et on va vous dire que, effectivement, lui, il est pédophile. Lui, c'est clair, il est pédophile. Donc, s'il connaît Podesta, c'est certainement que les deux sont pédophiles. Effet halo. Comment on fait ça? On fait, est-ce que je vous ai montré? Non, vous irez regarder sur l'article. On fait ça parce qu'il y a une photo sur l'Instagram de James Alefantis, qui est décidément un mauvais pédophile quand même. C'est pour afficher clairement sa pédophilie comme ça sur un compte public, c'est quand même étonnant. Mais bon, donc il y a une photo où il y a 3 personnes, 2 personnes qui sont juste en short, enfin 2 hommes juste en short, avec au milieu un homme qui a un t-shirt où c'est marqué un cœur, l'enfant. Donc, évidemment, là, cet homme, qui au passage n'est même pas James Alefantis, c'est un de ses amis, qui tient un restaurant qui s'appelle L'Enfant, et donc c'est un t-shirt promotionnel de son restaurant. Mais donc, c'est évident, dans la logique opotiste, que vous avez une personne qui est en train de reconnaître qu'effectivement elle est pédophile, et la preuve, elle est à côté de 2 hommes qui sont quasiment déshabillés, donc obligatoirement vous êtes pédophile. Le fait qu'adulte ou pas adulte, etc., il puisse y avoir une différence, encore une fois, on abandonne tout ça. Vous avez aussi une photo d'une enfant dans la salle de jeu. Hein. Si la pizzeria s'appelle ping-pong, c'est parce qu'il y a une salle de jeu dans la pizzeria où, entre autres, il y a une table de ping-pong que vous voyez derrière dans l'image. Et il y a cette photo-là sur l'Instagram qui est prise et qui est mise en scène à l'intérieur de vidéos. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a juste la photo, hein. C'est une vidéo parce qu'on rajoute des éléments audiovisuels, une musique à la psychose derrière, hein, pour bien vous angoisser, en vous disant regardez ce qui se passe, ils assument en plus qu'ils maltraitent des enfants. Évidemment, c'est certainement un goûter d'anniversaire ou un truc comme ça. Une fois qu'on vous a dit regardez à quel point c'est horrible, cet enfant se fait agresser, etc., ben oui, c'est toute la force d'un cadrage. Vous avez du mal à la voir peut-être comme quelque chose de complètement anodin, etc. Donc jusque-là, on est dans des mécanismes très classiques humains. Simplement, c'est un peu favorisé par l'accès à plein d'informations complémentaires. Et puis, le dernier élément qui va justifier ce que Bronner appelle le millefeuille argumentatif, hein, des complotistes, hein, donc on accumule plein de choses qui n'ont peut-être pas de cohérence, mais l'accumulation fait preuve. Il y a une connexion qui est effectuée entre les pratiques occultes de Podesta et la pédophilie supposée de Alefantis, parce que on va utiliser un logiciel de reconstitution faciale qui va estimer qu'il y a certainement un match entre le portrait robot de 2 ravisseurs d'une fillette au Portugal en 2007 et les 2 frères Podesta. En l'occurrence, hein, c'est fait sur leur âge en 2016, etc. Enfin, il y a plein de différences. C'est pareil, hein, on n'est pas en train d'essayer de voir que ça a une logique. En tout cas, les logiques classiques. C'est une logique complotiste. Et donc, c'est ça qui va finir par emporter la conviction qu'effectivement, il y a un réseau de pédophiles qui est abrité et protégé par Hillary Clinton dans cette pizzeria. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit en conséquence, hein, c'est que la configuration technosémiotique, alors c'est le terme, encore une fois, on est dans un article scientifique, donc il faut avoir l'air un petit peu, il faut utiliser plus de 4 syllabes dans les mots, mais le technosémiotique, ça veut dire quoi, hein? C'est que la technique va faire en sorte qu'il y a un agencement particulier, une organisation des signes au sein de l'espace qui va provoquer des effets de sens particuliers qui ne sont pas les mêmes. Hein, c'est très, je sais pas, essayez de rendre compte d'un feu d'artifice à la radio et vous vous rendez compte de ce que c'est que la technosémiotique. C'est que la technique va vous imposer certains signes, vous dissuader d'en utiliser d'autres, ou vous rendre compliqué certaines descriptions, en favoriser d'autres. Et donc il conclut, hein, que ça met en avant cette logique conspirationniste et des mécanismes d'extrême droite. Pourquoi il vous dit ça, hein? C'est selon la vieille tradition, la façon, c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, c'est toujours un peu compliqué, hein, c'est toujours à gauche ou à droite de quelqu'un. C'est Voirol qui reprend un peu la tradition qu'avait fait
Deleuze en disant à gauche on est persuadé que c'est le système qu'il faut changer, à droite on est persuadé que c'est des gens mauvais qu'il faut identifier pour extraire du système. Et donc effectivement, les logiques complotistes d'extrême droite qui sont favorisées par le numérique, c'est plutôt ça, c'est d'essayer de trouver les gens mauvais qu'il va falloir enlever du système pour que le système puisse tourner. C'est pour ça que depuis ce matin, je vous parle d'écosystème et que les réponses elles sont au niveau systémique pour qu'on arrête de croire que c'est à cause de Zuckerberg, à cause des lézards, à cause de nous et de nos faiblesses, etc. Donc voilà, hein, tout ça, hein, il traduit ça par l'idée qu'il y a un surcroît d'authenticité qui est provoqué par les technologies actuelles. Hein, on peut créer de l'authenticité plus facilement qu'avant, et puis que ces espaces publics autonomes font vraiment courir, enfin en tout cas c'est à traiter démocratiquement, parce qu'effectivement il y a des espaces dans lesquels on peut se convaincre les uns les autres d'éléments, et quand on se retrouve dans l'espace public plus large, où on se retrouve avec d'autres, et ben, ça nous rend moins aptes à être capable de discuter avec ces personnes. Voilà.